Une question pour Mathieu. Est-ce que c'est le... Là, on a une histoire où c'est vraiment de se concentrer sur le produit et de faire un produit tellement génial et tellement plaisant pour les utilisateurs que la masse critique arrive et qu'avec cette masse critique, la vie devient belle tout à coup. Est-ce que c'est la même démarche aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore dans cette, pour le projet Poppy en particulier, et puis même pour d'autres, si tu as des exemples, ou est-ce qu'il y a quand même une sorte d'instrumentalisation de l'open source en se disant, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'être en open source va d'un coup nous ramener de l'attention, et cette attention va éventuellement nous aider à trouver un modèle? Pour l'open hardware en particulier ou en général? Pour Poppy en particulier. Ah, pour Poppy, non, pour Poppy, on est plutôt parti du principe que pour avoir une mise critique suffisante, il faudrait vraiment en vendre beaucoup, et que de toute façon on n'y arriverait pas tout seul. Donc tant qu'à faire, tant pis, on va le donner en open source. Ça c'est la vraie histoire. Et on s'est rendu compte que effectivement ça tirait du flux. C'était pas la volonté, c'était juste de toute façon le principe du robot, le robot n'a aucun sens s'il n'est pas open source. Et en plus, si on voulait vraiment tirer des bénéfices de ça, il faudrait vraiment monter une énorme structure, lever beaucoup de fonds. Et on n'était pas pas capable de pouvoir sortir tout ça rapidement. Et donc finalement, on s'est dit, tant qu'à faire, autant le rendre open source. Et en entendant tous les arguments que tu listais pour le rendre open source, et en t'entendant à nouveau, on se pose plutôt la question inverse, qui est quels sont les arguments de ceux qui ne sont pas du tout dans une démarche open source, qui sont la plupart des gens. Quel intérêt quasi économique ils ont à réinventer la roue, quel intérêt scientifique aussi ils y ont. Est-ce que c'est juste par défaut parce que c'est le mode de fonctionnement habituel et qu'on ne le remet pas en cause, ou est-ce qu'il y a vraiment des intérêts de recherche propres, des intérêts de secrets industriels, des choses comme ça? Je pense qu'il peut y avoir des intérêts de secrets industriels. Je pense aussi qu'il y a beaucoup qui prennent ça par défaut. C'est pas si classique que ça de faire de l'open source. En software, peut-être c'est plus, mais en hardware, c'est vraiment pas souvent le cas. Donc par défaut, les gens ferment parce que ça paraît un peu bizarre de tout donner. Et puis finalement, quand on se met à réfléchir un peu, on se dit qu'est-ce qu'on a à perdre? Parce que effectivement, d'autant plus dans le hardware où il y a quand même un pied à franchir qui est de la production, quoi. Il y a un moment, il faut mettre de l'argent. Donc quelqu'un qui vient prendre les sources, il est quand même obligé d'investir derrière, quoi. Il ne peut pas juste s'amuser à utiliser les sources pour faire son fork, comme on dit, et lever de l'argent comme ça, quoi. Il y a quand même un peu d'investissement, et rien que ça protège déjà de la plupart des choses. Il y a une problématique effectivement de contrôle. C'est-à-dire que voilà, j'ai investi, maintenant je voudrais contrôler, je voudrais être sûr que ce machin il m'échappe pas et que ce soit quelqu'un d'autre qui me le rafle, etc. Puis en fait on se rend compte que c'est pas absolument nécessaire. Donc on parlait tout à l'heure de Tesla et d'Elon Musk qui dit nos brevets on va pas les utiliser contre nos concurrents s'ils sont de bonne foi. Et tout simplement parce que Elon Musk il veut que l'industrie, donc Elon Musk, Tesla, parmi d'autres choses, mais c'est sur Tesla, en l'occurrence, il veut que l'industrie du véhicule électrique décolle. Et pour ça, il faut qu'il y ait une masse critique. Et s'il reste tout petit, tout seul dans son coin, il n'arrivera jamais à faire décoller l'industrie, en particulier l'industrie de la batterie, qui est son problème. Et donc, il dit, non, je vais ouvrir mes brevets de façon à permettre la création d'une industrie du véhicule électrique dans lequel je pense où j'ai de bonnes chances d'être leader parce que j'ai confiance dans ma société, dans mes hommes, dans notre capacité à innover, quoi. Donc il élargit en fait le gâteau parce qu'il se dit finalement au lieu d'être tout seul sur un petit gâteau, on va être plusieurs, mais je vais avoir une belle part d'un énorme gâteau, en substance. Et c'est un entrepreneur, il est là pour l'argent, lui. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà, à tout moment, nous interrompre pour participer. On a épuisé Bastien, là. Non. Non, justement, je préviens la logorée. Donc, moi, j'ai une question toute bête. C'est que, par exemple, Mathieu, si tu avais devant toi quelqu'un de Firefox, quel conseil tu lui demanderais pour le développement de ta communauté? Comment on développe une communauté?
que autant la robotique, on commence un peu à savoir ce qu'on fait. La communauté, on met les pieds en plein dedans là. Et c'est de l'exploration tous les jours, c'est de comprendre comment on fait ça mieux, quoi. Et notamment, on a passé des mois à chercher des bons outils de collaboration. Et donc, autant dans le software, il y a plein d'outils. Donc, il y a, le truc le plus courant, c'est d'utiliser Git. Donc, il y a un outil de versionning. Et pour ça, il y a GitHub. Donc, GitHub, c'est un site internet où on peut venir mettre son dépôt et versionner les versions de son projet. En hardware, il n'y a pas ça. Et les seuls projets qui existent qui ressemblent un peu à ça sont sont pas terribles. Et donc on a plein de problèmes assez bêtes comme ça, c'est qu'on n'a pas encore les outils disponibles pour vraiment mener le projet hardware d'une manière correcte. Et donc on est obligé d'utiliser des bons produits du monde software. Donc c'est pour ça que finalement on a abandonné tous les outils qui essayaient de faire un peu de l'open hardware pour partir sur GitHub, parce que GitHub est vraiment assez top pour ça. Et l'autre point, c'est la communication. Et donc là, c'est pareil, on a mis longtemps à trouver des bons outils de forum. Et personnellement, je ne pouvais pas supporter d'utiliser un BBPress, qui est la technologie classique, pas BBPress, PHPBB, qui est la technologie la plus classique pour faire des forums. Et donc, on a attendu un peu. Et là, on a vu qu'il y avait Jeff Atwood, qui est le créateur qui est le créateur de Stack Overflow, donc qui a une immense base de savoir en développement software, un des meilleurs sites aussi pour trouver une réponse quand on va avoir une question en développement, qui s'est mis à créer un forum justement basé sur les mêmes réflexions. Il n'y a aucun forum, aucune technologie de forum qui est vraiment bonne, donc qui a créé Discourse, qui s'appelle comme ça. Et donc on s'est mis à utiliser cet outil et ça a vraiment changé énormément de choses dans notre manière de gérer la communauté, et d'un coup ça a été beaucoup plus simple. Alors je vais te rassurer tout de suite. Déjà la problématique que tu rencontres sur le open hardware, on l'a vécu sur le software. Je me souviens à la fin des années 90, il y avait ce truc qui s'appelait, ça y est, SourceForge, qui a quand SourceForge, enfin c'est encore. Hein. Oui, non, c'est pas complètement mort, c'est juste pourri de pub, mais enfin c'est pas mort. Dans l'informatique, il n'y a pas grand-chose qui meurt vraiment, hein, ça met très très longtemps à crever. Mais SourceForge, c'était vraiment un progrès, mais fabuleux à l'époque, et avec le recul, c'est un peu rugueux. Et bon, on a mis 20 ans ou 15 ans à arriver à Git et surtout à GitHub. Donc voilà, enfin, au moins on a de l'avance sur le software. Sur le hardware, ben voilà, tu as 15 ans de boulot et tu auras un truc correct. Hein, c'est juste... Juste une question un peu plus ciblée, c'est on s'attend avec le profil du projet qui est une communauté, donc enfin même plusieurs micro-communautés, l'éducation, peut-être les artistes. Est-ce qu'il y a déjà une micro-communauté des scientifiques? Comment est-ce que la communauté scientifique de la robotique intergalactique a réagi? Alors, il faut savoir un truc quand même, c'est qu'en science il y a un petit peu plus de latence que dans l'industrie et dans le monde de l'éducation. Donc ça met un peu plus de temps à franchir les portes des labos. Mais c'est en cours, il y a quelques labos qui commencent à travailler avec ce robot-là. C'est vrai que c'est assez dur de faire migrer le chercheur, de faire sortir le chercheur de son labo en fait, de le faire communiquer à l'extérieur, c'est pareil. Alors l'open science, c'est vraiment le début. C'est très très dur de faire comprendre aux gens qu'il faut partager, enfin en tout cas de leur expliquer que c'est vraiment bien même pour la science, parce que c'est un peu le propre de la science, c'est même étonnant quand on utilise le terme open science, c'est la science, c'est open, c'est pas. Mais maintenant on est obligé d'utiliser le terme open science parce que c'est devenu tellement fermé ce monde que ne pas l'être, c'est un peu exceptionnel et on est obligé de mettre un mot-clé dessus. Moi, il y a un truc qui me frappe dans la question de Bastien tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer une communauté? Et oui, les outils, c'est important. Je suis sûr que GitHub et Discourse, c'est vraiment des outils parce qu'ils facilitent, c'est sûr. Mais on est passé à côté de quelque chose qui à mon avis, mériterait d'être cité. Et, c'est qu'il faut avoir une belle histoire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un truc super sexy, quoi. Et franchement, un robot, c'est bien, quoi. Je pense que vraiment, dans le robot, il y a une possibilité de rêve pour que le maker, bon, après, il y a le problème de prix, mais tu en as parlé, les moteurs sont très chers, donc forcément, ça plombe l'addition.
Mais sinon, le matériel informatique qui est dans le robot, plus l'impression en 3D, si vous arrivez à trouver une solution pour les moteurs, vous allez vraiment faire baisser l'addition en euros du moteur, et vous avez une super belle histoire, et ça peut vraiment mettre le feu aux poudres. Donc voilà, comment dire, la partie qui vous manquait, on ne l'avait pas abordée, mais vous l'avez. Oui, pour rebondir, c'est effectivement les moteurs, c'est notre principale préoccupation à partir de maintenant. Donc on va travailler dessus. Et deuxième point, c'est qu'on a aussi, maintenant on a quand même pris un simulateur, même si on est un peu contre l'idée d'utiliser un simulateur pour faire de la robotique, justement pour qu'on puisse créer des projets, notamment dans des Fab Labs. Donc Poppy, c'est pas accessible pour n'importe qui chez lui, mais par contre c'est accessible pour un Fab Lab qui peut le monter, et du coup les makers peuvent chez eux travailler sur le robot avec le simulateur. Comme ça, ils peuvent, au moins ils peuvent travailler chez eux avec le simulateur et après les tester directement sur le robot. Et on a fait en sorte que le code marche exactement de la même manière dans le simulateur et sur le vrai robot. Donc on réfléchit un peu à ça aussi. Et à propos de belle histoire, bon, on sait qu'en amour, ça dure à peu près 3 ans. Dans le logiciel, ça dure plus longtemps, les projets mettent du temps à disparaître. Mais pour l'avenir, la belle histoire de Mozilla, par rapport au modèle économique, dans les mettons, 10 ans, c'est comment Mozilla dans 10 ans? Est-ce qu'on ne sait pas du tout parce qu'on fabrique toujours dans l'instant, ou est-ce qu'on a une mini-projection à 1, 2, 3 ans? En termes peut-être même juste de communauté. Parce qu'on a beaucoup d'études sur les communautés de Wikimedia et des Wikipédiens en général. Est-ce qu'il y en a sur les... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'en sais rien en termes de projection, mais en fait, il s'est passé quelque chose il y a 2 ans que on a tous remarqué sans faire attention. C'est qu'en 2012, au 3e trimestre 2012, il s'est vendu plus de smartphones que de PC. Et depuis, le PC est en stagnation, si ce n'est en légère régression en termes de vente, alors que le smartphone est en pleine explosion. Il faut voir les courbes. Le PC, il est comme ça, et le smartphone, ça monte, mais alors c'est incroyable, à 45 degrés, quoi. Et ça veut dire que si chez Mozilla on fait une application pour PC, et en termes de pérennité, peut-être qu'on a une pérennité financière, mais on a en fait un impact sur le monde ce qui fait si on restait dans ce modèle-là, on serait en voie d'obsolescence finalement assez rapide. Et puis après, ça se confirme avec des chiffres, des études. Par exemple, on sait que d'ici 5 ans, 2 milliards de personnes vont accéder à Internet. Vont découvrir Internet, 2 milliards en 5 ans. Et ça ne va pas être avec des PC. Ça va être avec des smartphones. Et pendant ce temps-là, il y a 2 grosses boîtes, ou 3 grosses boîtes, qui ont des boulevards dans la téléphonie mobile, dans les smartphones, avec des modèles qui sont l'une 100% fermée, l'autre avec une étiquette ouverte dessus, mais qui se décolle fortement, quoi. Et la troisième qui reprend le boulot de celle qui est ouverte et qui ferme. Donc globalement, c'est très mal barré. En tout cas, ça dépend après de ce qu'on veut. Si on est actionnaire de ces sociétés-là, c'est très très bien barré. Pour tous les autres, c'est-à-dire les clients, c'est mal barré en ce sens qu'on va perdre le contrôle de cet outil qui est essentiel, puisque c'est l'interface entre nous et le monde. Essayez de vous passer de votre smartphone pendant 24 heures et vous allez voir à quel point c'est pas facile. Encore plus si vous n'avez même pas de PC à la place. C'est-à-dire si vous perdez votre smartphone ou vous rabattez sur votre PC, vous êtes scotché à votre bureau. Bon, c'est pas facile, mais on arrive à s'en sortir. Mais si vous perdez votre smartphone complètement, là vous êtes cuit. Donc le défi aujourd'hui pour Mozilla, c'est de faire un téléphone avec du logiciel libre dedans, qui soit participatif, qui permette la participation, qui permette aux gens de faire des applications ouvertes, et qu'en plus ce téléphone soit bon marché pour toucher les 2 milliards de personnes qui vont arriver et prendre de vitesse les sociétés qui proposent des modèles fermés.
Ça s'appelle Firefox OS. C'est sorti il y a 1 an. Les premiers modèles sont sortis il y a 1 an. Il y a 3 semaines, c'est sorti en France. On le trouve chez Leclerc. Et pour 70 €, vous avez un téléphone qui vous appartient, qui n'est pas SIM-locké, qui n'est pas associé à un opérateur. Alors, je vous promets pas qu'il sera en verre et en aluminium brossé, etc. Ça vaut 1019 €, ça a été annoncé hier soir. Non, nous, c'est 80 € ou 70 € après réduction. Mais il vous appartient vraiment et vous pouvez écrire des applications dessus. Et on a annoncé aussi des téléphones qui sont vendus depuis la semaine dernière en Inde à 25 € pièce. Là, l'objectif, c'est de vraiment toucher, d'équiper des gens. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de communauté, mais le monde est en train de basculer, à la fois vers le smartphone, en venant du PC, mais aussi basculer démographiquement vers des populations qui jusqu'à présent n'avaient pas d'accès à Internet. Donc en termes d'impact sur la communauté, c'est délirant. C'est-à-dire que moi, je vois des contributeurs d'Inde, du Bangladesh, d'Indonésie et d'Amérique latine qu'on ne voyait pas avant. Et moi, je trouve ça génial. Parce qu'on leur donne le moyen de participer, de s'approprier l'informatique, de s'approprier Internet, plutôt que de les considérer comme les basses classes qui n'ont pas le droit à du vrai matériel et qui n'ont même pas le droit d'être des consommateurs passifs, quoi.